Avec Montaigne, nous parlons d'un homme qui a vécu il y a bien longtemps, il y a 5 siècles, puisque Montaigne est né en 1533 et qu'il mourra en 1592. Mais grâce à l'œuvre exceptionnelle qu'il a laissée, Montaigne reste pour nous un contemporain et même un contemporain capital. Il faut tout de suite dire que Montaigne a vécu l'essentiel de sa vie dans une période de tragédie et d'intolérance, les guerres de religion qui vont ravager la France entre 1560 et 1590, donc dans les 2 tiers de la vie de Montaigne, ce qui donnera d'ailleurs un tour particulier à l'essai que lui consacre Stefan Zweig quelques mois avant sa mort, en comparant la période qu'il vivait lui-même en pleine Deuxième Guerre mondiale avec cette période terrible de la vie de Montaigne. Mais avant cela, Montaigne est issu d'une famille qui avait accédé à la noblesse une génération avant. Son père, Pierre Esquem, sera d'ailleurs maire de Bordeaux, comme Michel de Montaigne va l'être quelques années plus tard. Il est élevé de façon assez classique de son époque, avec la particularité que son père, à qui il devra beaucoup, lui apprend le latin avant le français. Il a été un peu latin première langue, on pourrait dire, Montaigne. Ensuite, ça sera le collège de Guyenne, la faculté de droit de Toulouse, peut-être celle de Paris, on a une incertitude, et une première partie de sa vie, moins d'une quinzaine d'années, comme magistrat, d'abord à la cour des aides de Périgueux, puis à la cour au Parlement de Bordeaux. C'est de cette époque où va se nouer cette liaison très particulière dont il reparlera dans les essais avec Étienne la Boétie entre 1558 et 1563, ces 5 années d'amitié très forte sur laquelle il reviendra bien sûr dans son livre Les Essais avec le fameux Parce que c'était lui, parce que c'était moi. En 1568, son père meurt, il devient administrateur des biens du château de Montaigne, tâche qu'il accomplira sans un enthousiasme débordant. Et en 1571, il prend une décision de se retirer dans ce château, sur ses terres, pour entreprendre la première partie de ce livre capital qui seront les essais. Il faut imaginer ce château qui a brûlé à la fin du XIXe siècle, mais dont il reste la tour de Montaigne, cette tour composée au rez-de-chaussée d'une chapelle, puis d'une chambre et enfin de la bibliothèque qu'on peut voir encore, pièce circulaire où sur les poutres sont inscrits quelques phrases essentielles, quelques adages, dont le fameux que sais-je. Et donc Montaigne vit là pendant 9 ans pour composer les 2 premiers livres des essais. En 1580, il décide d'entreprendre un long voyage de presque 2 ans qui va l'amener depuis Paris jusqu'à l'Alsace, à traverser l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse et en Italie jusqu'à Rome. Alors il est intéressant de noter, il a laissé ses impressions de voyage, que pendant ce voyage, et notamment en Italie, où on était au cœur de la Renaissance, Montaigne ne s'intéresse assez peu aux œuvres d'art, aux monuments, mais il est très attaché à raconter la vie des gens et à connaître le quotidien des populations qu'il rencontre pendant ce voyage, qui est aussi d'ailleurs l'occasion pour lui d'une expérience sur la souffrance humaine, puisque pendant ce voyage, il souffrira de façon assez aiguë de ce mal de la pierre, de ces calculs qui allaient le tracasser toute sa vie. Après ce voyage, et à la fin de ce voyage, il apprend qu'il est élu maire de Bordeaux, tâche qu'il va exercer pendant 4 ans, et où il va être obligé de mettre en œuvre, ce qui sera aussi un principe de sa vie, d'être un homme de tolérance et d'essayer de bâtir des compromis, puisque dans cette période, encore une fois, très tendue, nous sommes sous le règne de Henri III, il est à la fois un interlocuteur du roi, Henri III, mais aussi il reçoit chez lui Henri de Navarre, le futur Henri IV, et il s'essaye à des missions de médiation, pensant qu'il n'y a pas de vérité absolue d'un côté ou de l'autre, ce qui, encore une fois, dans cette période, est déjà une position périlleuse. Ce mandat de la mairie de Bordeaux sera aussi, pour l'occasion, pour Montaigne, de traverser une période qui n'est pas la plus glorieuse de sa vie, puisque se déclenche en 1585 une épidémie très forte de peste à Bordeaux, et que Montaigne
préfèrent fuir pendant 6 mois plutôt que de rester auprès des citoyens de la cité d'Aquitaine. Voilà. Quand il termine ce mandat, Montaigne à nouveau se retire pour composer la dernière partie, le fameux livre 3 des Essais, avant de s'éteindre sur ses terres en 1592 et de laisser à Marie de Gournay, une jeune admiratrice qu'il avait rencontrée à Paris quelques années plus tôt, le soin d'éditer ses œuvres complètes, les 3 livres des Essais sur lesquels nous allons maintenant revenir. Montaigne est donc l'auteur d'un livre unique dans sa vie, les Essais. Il crée même cette catégorie, ce titre déjà en soi est original. Donc 3 livres, 2 composés avant 1580 et l'un plus tard en 1588. Composé en français, il faut le noter, parce que nous sommes que quelques années après l'édit de Villers-Cotterêts, et Montaigne aurait pu écrire en latin. Alors un français qui aujourd'hui est un peu difficile à comprendre, ce qui pose toujours la question de savoir s'il faut lire les essais avec les mots et la ponctuation de Montaigne de l'ancien français, ou s'il vaut mieux aujourd'hui une édition un peu plus modernisée. Pour ma part, je pense que la meilleure édition des essais est la dernière parue aux éditions Bouquin avec la préface de Michel Onfray. Un livre de bonne foi, comme dit Montaigne, un espèce d'autoportrait philosophique, sachant que Montaigne, dans les essais, ne procède pas à des confessions intimes, ce n'est pas un journal intime avec ses tas de petits secrets, comme aurait dit Malraux, mais c'est une expérience de vie, et ce qui est un point capital, une expérience de vie où Montaigne essaye de passer d'expérience singulière de la vie, à l'universel, et c'est ce qui fait la rareté et tout l'intérêt, même 5 siècles après, de ce livre. Alors ce livre, il est aussi inspiré des grandes lectures de Montaigne. Montaigne procédait à ce qu'il appelle le feuilletage dans sa bibliothèque, donc de sa tour, où il avait comme compagnons notamment les grands auteurs latins, Plutarque, Sénèque, Lucrèce, Cicéron. Et les essais aussi, en termes de composition, est composé de ce qu'il nommait lui-même des ajoutages, donc il revenait sur certaines parties, ce qu'il fait d'ailleurs qu'on peut voir à travers le livre les évolutions de la pensée même de Montaigne. Alors si on retient quelques thèmes de cet ouvrage, où Montaigne, encore une fois, parle peu de lui. Par exemple, il n'y a rien sur sa famille, très peu sur... on lui a même reproché un passage où il ne sait plus tellement s'il a perdu 1 ou 2 enfants. En fait, sur les 6 filles qu'il a eues, il n'en a qu'une qui lui survivra. Donc il n'y a rien vraiment d'intime, et il n'y a surtout pas d'esprit de système. Alors sur les thèmes principaux, la religion, encore une fois, nous sommes en plein cœur des guerres de religion, et donc c'est un point qui pourrait mettre même en danger la vie de Montaigne. On a dit qu'il était, il y a un débat pour savoir s'il était un athée masqué ou un bon chrétien. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne conteste pas la religion catholique, mais avec là aussi beaucoup de relativisme. Il dit on est chrétien comme on est périgourdin. Et surtout, Montaigne est le premier qui pose, encore une fois, dans une période où c'est presque un blasphème de le faire, la séparation de la foi et de la raison, ce qu'on a appelé le fidéisme. Sur un autre thème, comme la mort, on voit l'évolution de Montaigne qui démarre dans une position très stoïcienne, où on doit accepter le destin, c'est la mort fati. Et il reprend les phrases de Sénèque sur philosopher, c'est apprendre à mourir. Mais plus tard, Montaigne dira aussi que la mort est le bout de la vie, mais pas le but de la vie, et que ce qui compte, c'est, comme il le dit lui-même, vivre à propos. Parce que Montaigne, dans les essais, c'est un hymne à la vie. Et c'est une philosophie appliquée à la vie, et encore une fois, sans esprit dogmatique, mais simplement de se dire, la philosophie doit m'aider à aborder les grands thèmes de la vie, que sont l'amour, la mort, l'amitié, encore une fois la Boétie, la vie, mais des choses aussi très pragmatiques, la vie conjugale, les voyages, les plaisirs, et tout ça englobé dans une philosophie qui est c'est une chose tendre à la fin que la vie, mais si aisée à troubler. On retrouve un Montaigne hédoniste,
Montaigne qui parle beaucoup du corps dans tous ses aspects, quelquefois même de façon très triviale sur la sexualité, la douleur, la maladie, on l'a dit. Montaigne donne des leçons à partir de là, et il a aussi le premier parler du corps de façon moderne, en opposition, là aussi il faut se mettre dans l'époque, au corps pécheur et souffrant de la religion. Un brin d'égoïsme qui n'échappe pas aux essais, et surtout une morale du relativisme et de la méfiance des vérités, des certitudes absolues qu'on voit dans plusieurs passages. Ce qu'il commente de la découverte du Nouveau Monde, qui avait à peine un siècle quand il écrit, ou de son expérience de rencontre de populations indigènes venues du Brésil, montre qu'il sait prendre beaucoup de recul. C'est le fameux, ce qui reste peut-être quand on essaye de définir ou de rattacher Montaigne à une école, le scepticisme, l'école ce qu'on a appelé l'école du pyrrhonisme. Donc c'est surtout cet aspect-là des choses qu'il faut retenir, de préserver dans tout jugement sa liberté. Son livre, c'est un cabinet encore une fois, c'est un cabinet de curiosité philosophique qui s'oppose un peu au système de la philosophie allemande qui interviendra au XIXe siècle. Il a donné une école, tous les grands auteurs l'ont commenté, à commencer par Pascal qui l'a critiqué, mais qui s'en est servi. Dans les temps troubles, c'est un pacte de l'intelligence et de la liberté contre la soumission, contre l'intolérance et contre l'enfermement.